Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc aux Rencontres Phares. Nous sommes vraiment très contents de vous accueillir aujourd'hui et merci de votre présence. Ce d'autant que nous fêtons aujourd'hui notre 10e édition, donc c'est pas rien pour nous. Alors peut-être que vous n'aviez pas encore, cette information que cette journée phare existait, mais elle existait bien, mais elle était en présentiel. Donc on la faisait au cloître de Cochin toutes ces années précédentes, et aujourd'hui c'est la première fois qu'on l'a adapté au distanciel, et voilà, on est très content que ça puisse fonctionner ainsi. Et d'ailleurs le distanciel, on va en parler forcément beaucoup au cours de ces journées, puisque la thématique principale est intitulée « De l'impatient à l'e-patient, l'éducation thérapeutique à l'heure virtuelle ». Alors, 3 modules ont été organisés, ont été programmés. Il y en a un qui se passe donc le 6 octobre, et ça tombe bien, nous sommes le 6 octobre. Un autre dans 2 semaines, le 20 octobre, et puis dans un mois, le 10 octobre 2021. J'espère que vous êtes inscrits aux 3 parce que les 3 vont être, à mon avis, assez passionnants. En tout cas, on l'espère parce que les programmes sont chargés et il y a plein de gens, plein d'intervenants très différents, vous allez le voir, qui vont intervenir. Donc au total, on prévoit de vous faire une sorte d'état des lieux, des changements dans les pratiques éducatives en santé, grâce justement à ce regard croisé entre plusieurs intervenants. Il y aura des sociologues, des philosophes, des historiens, un travailleur social, des associations de patients, des professionnels de santé et enfin des bénéficiaires de l'ETP. Voilà, tout ce monde va se réunir pour vous, je l'espère en tout cas, vous donner un maximum d'informations et faire vraiment un grand état des lieux. Alors aujourd'hui, vous participez au module numéro 1. Il va durer 1h30 et puis il portera sur le thème un peu plus focus de l'ETP à l'heure du virtuel. Et ETP pour, bien évidemment, vous le savez probablement, éducation thérapeutique du patient. Alors, il y a 4 présentations qui sont prévues avec un petit temps de pause pour que vous puissiez aller boire un café, et nous aussi d'ailleurs. Donc, la première présentation portera sur comment respecter l'intimité des participants à distance, et il sera présenté par Aline Frazier, qui vous dira un mot juste après, au nom du groupe de réflexion éthique du soin de l'hôpital Lariboisière, l'hôpital Lariboisière faisant partie de l'APHP, c'est-à-dire Assistance publique Hôpitaux de Paris, à Paris, donc, bien évidemment. Et puis, la deuxième intervention, ça portera sur la IETP. Est-ce qu'elle rend l'ETP descendante et comment la rendre participative? Ça sera Mariana Dorsa avec Marie Duvivier, qui sont chargées de mission au pôle de ressources en ETP Île-de-France, qui vont vous faire cette présentation. Après, il y aura donc cette petite pause qu'on mettra à peu près au milieu des interventions. Et puis, donc, il y aura une troisième intervention sur les méthodes pédagogiques et outils numériques en distanciel qui sera présentée par moi-même. Donc, ça sera l'occasion, enfin, ça va être l'occasion pour moi que je me présente. Je suis donc cadre de l'unité transversale d'éducation thérapeutique du centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Et puis, j'ai travaillé sur cette intervention avec Carolina Brito, qui est coordinatrice d'éducation thérapeutique dans une structure qui s'appelle Cordep 95. La quatrième intervention, et pas des moindres, vous allez le voir, ça sera solutions innovantes et créatives pour accompagner les patients vers de nouvelles compétences numériques. Et ça sera présenté par les associations de patients, notamment avec Laurence Schuller, qui est présente également avec nous aujourd'hui, de l'ASF, et Sandrine Rollo, qui fait partie de l'AFPERIC. Donc voilà, un programme assez chargé, donc c'est pour ça qu'on va commencer assez rapidement. Je vais juste vous donner quelques infos importantes. La première, déjà merci à tous les intervenants d'être présents, parce qu'ils sont présents, donc vous aurez de toute façon toutes les interventions aujourd'hui. Et puis, d'un point de vue technique, vous savez que vous avez une zone de chat, donc vous pouvez discuter. Vous pouvez surtout nous poser des questions, et à chaque fin d'intervention, nous répondrons à ces questions-là. Comme je vous le disais, il y a une pause qui est prévue au milieu du live. Ça fait 3 fois que je répète en plus, donc 3 fois. C'est beaucoup, mais voilà, c'est important quand même. Hein. Ce sera le moment de prendre ce petit café. Et puis, sachez qu'il y a une capsule vidéo qui vous sera envoyée probablement aujourd'hui, demain, après-demain. On va voir comment on s'organise, qui sera également envoyée sur vos adresses mail pour vous qui avez... en tout cas, si vous êtes inscrit, si vous êtes passé directement par le lien YouTube, bien évidemment, on n'aura pas votre adresse mail, donc on ne pourra pas l'envoyer. Mais par contre, si vous êtes inscrit sur Helloasso, vous aurez cette capsule vidéo qui vous sera transmise. Et de la même façon, il y aura une autre capsule vidéo qui sera transmise entre les 2 autres modules. Je vais passer la parole à Aline Frazier, qui est avec nous également et qui va vous présenter le comité d'organisation. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Aline Frazier, je suis médecin rhumatologue à l'hôpital Lariboisière et je m'occupe aussi au sein de cet hôpital de l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Je dois dire que ces journées phares sont pour nous vraiment un événement assez exceptionnel dans l'histoire des journées phares, mais revenons un peu à l'historique. C'est des journées qui sont vraiment très particulière et cette particularité, cette spécificité, elles le doivent à leur fondateur, le professeur Serge Perrault, le docteur Janine-Sophie Giraudet, qui ont à l'hôpital Cochin créé les premières éditions de ces journées phares, toujours en travaillant main dans la main avec les représentants des associations de patients de rhumatologie. Et c'est une vision, vous le verrez, qui est très transverse, qui s'élargit parfois, qui est à la fois dans la pratique de l'éducation thérapeutique, mais aussi dans des réflexions plus éthiques, plus philosophiques, comme le disait Olivier. Et c'est ce qui fait, je trouve, toute la saveur de ça. Et c'est assez exceptionnel dans les différents événements qui peuvent être organisés autour de l'éducation thérapeutique ou dans le domaine de la rhumatologie, d'avoir des événements qui sont organisés avec un public qui est à la fois des soignants et des personnes soignées et des personnes impliquées dans les associations de patients. Et ça, c'est assez particulier et ça nous oblige aussi d'ailleurs à sortir, nous, médecins, de nos zones de confort et à vous offrir quelque chose de plus ouvert, une autre forme d'accessibilité parce qu'on sort un peu de nos jargons et j'espère qu'on réussira à tenir le cap dans cet état d'esprit très, très particulier et que je trouve merveilleux. Donc, je remercie vraiment Serge Perrault et Janine-Sophie qui n'ont pas pu nous rejoindre pour vous faire un petit mot, mais je sais que le cœur y est et ça nous touche beaucoup. Alors, le comité d'organisation comporte un grand nombre de personnes, puisque ces journées initialement de Cochin puis de Paris sont maintenant nationales. Et je remercie très chaleureusement Laurence Carton, vice-présidente de la FLAR, Clémence de Maison, coordinatrice d'éducation thérapeutique à l'UTEP dans laquelle je travaille du GH Nord, Camille Drouet, coordinatrice ETP et ergothérapeute au centre hospitalier Annecy-Genevois, Janine-Sophie Giraudet, je vous l'ai dit, rhumatologue à Cochin, Laurent Grange, rhumatologue et présidente de la FLAR, qui travaille à Grenoble. Je vous ai dit Serge Perrault, rhumatologue et qui a également la casquette de médecin de la douleur à Cochin. Olivier, que vous venez de voir, coordinateur d'éducation thérapeutique et cadre de santé à Saint-Brieuc. Le professeur Anne-Christine Rat, rhumatologue au centre hospitalier de Caen.
Sandrine Rollo, secrétaire générale de l'association FPRIC que vous allez voir tout à l'heure, Laurence Schuller, qui va également s'adresser à vous tout à l'heure, vice-présidente de l'association des sclérodermiques de France, et Marie-Laure Tourneur, infirmière référente ETP à l'hôpital Cochin. Toutes ces personnes et moi-même, nous avons essayé de vous concocter un programme intéressant et j'espère qu'il répondra à vos attentes. Alors tout ça n'aurait pas pu se faire sans nos partenaires, l'association Ardvigo et Valérie Tochon qui a énormément travaillé pour coordonner tout ceci, nos associations de patients comme je vous l'ai dit, l'ASF, la FPRIC et la FLAR, l'hôpital, les institutions hospitalières de chacun d'entre nous, et l'OASO qui vous a permis de faire les inscriptions, et puis Shugai qui est le financeur de cet événement et qui nous a soutenus et que l'on remercie. Et je vais tout de suite enchaîner et aborder avec vous cette première question qui nous est apparue très importante. Comment respecter l'intimité des participants à distance avec ces nouvelles modalités d'éducation thérapeutique ? Alors, cette présentation, c'est moi qui l'ai fait, mais ce que je vais vous dire est issu d'une discussion que nous avons eue au sein du groupe de réflexion éthique du soin et d'une synthèse que j'ai rédigée avec l'aide du coordinateur de ce groupe de réflexion éthique du soin de l'hôpital Lariboisière, qui s'appelle le docteur Vianney Mourmand, qui est médecin généraliste de formation, qui est actuellement médecin d'une unité de soins palliatifs mobile à l'hôpital Lariboisière et qui est le fondateur de ce groupe de réflexion éthique du soin en lien avec l'espace éthique Île-de-France et la cellule d'éthique de la PHP. Alors, c'est une question très cruciale, je trouve, et notre réflexion est partie tout d'abord de finalement, qu'est-ce que c'est que l'intimité ? Définition de quoi nous parlons. Alors, le mot intime vient du mot latin intus, qui signifie dedans. Et c'est la même origine que l'intérieur. Alors, intérieur, c'est plus dedans que, c'est une forme comparative. Intime, c'est intimus, c'est une forme superlative, c'est-à-dire c'est ce qui est le plus à l'intérieur. Donc, l'intime, c'est ce qui est au plus profond de soi. L'intimité, c'est un petit peu autre chose que l'intime au sens large. Ça prend un sens plus localisé finalement. Ce sont des lieux, soit des maisons, des endroits, des lieux qui nous sont chers, mais ça peut être aussi une partie du corps. Et c'est tous ces lieux qui font l'intimité. Mais ce n'est pas ce qui est privé, parce qu'on peut accepter ou même souhaiter dévoiler une partie de son intimité, la partager avec d'autres. Et ces autres, ça va être des personnes différentes. Et puis, on va avoir envie de partager une intimité selon les moments aussi, selon les circonstances dans lesquelles on se trouve ou pas. On peut avoir une pudeur un jour et pas le lendemain vis-à-vis de quelqu'un. Et ce désir d'intimité qu'on a, on peut le remarquer, par exemple, quand justement l'intimité n'est pas respectée. À ce moment-là, on le vit avec une sensation qui est une douleur. Et c'est probablement parce que finalement, l'intimité, elle permet de définir certaines limites. Et ces limites, on va pouvoir les adapter à notre interlocuteur. On va choisir ce qu'on laisse transparaître et ce qu'on garde pour soi. Et finalement, d'avoir ces limites, ça compose aussi quelque part ce que l'on est, notre être, et c'est quelque chose qui fait partie de notre identité. Alors, une fois qu'on a dit ce qu'était l'intimité, revenons à notre question. En quoi le TP à distance va pouvoir entraîner une perte du respect de cette intimité ? Finalement, on peut se demander dans quelle mesure le fait d'être à distance va modifier l'impact des soins ou des groupes de TP plus classiques sur l'intimité. D'une manière générale, dans le domaine de la santé, dans le domaine du soin, on dévoile son intimité, à la fois souvent corporelle, et on peut être atteint dans sa pudeur lorsqu'on doit se déshabiller, être touché sur des zones qui sont dans son intimité, et puis aussi son intimité émotionnelle. Parce que la relation avec le soignant, elle passe aussi par dévoiler qui on est.
Et d'un autre côté, c'est utile aux soignants de comprendre qui est la personne qu'on soigne. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie d'un soignant qui soit un technicien et qui soigne un organe, une partie du corps, comme il réparerait une machine. Et on est plutôt attaché à une prise en charge qu'on appelle aujourd'hui holistique dans le cadre du soin. Et donc, entrer un peu dans l'intimité des personnes que l'on soigne, c'est aussi une manière probablement de mieux adapter les soins que l'on va prodiguer. Et pour la personne soignée, laisser entrer un peu le soignant dans son intimité, c'est probablement aussi une manière d'accéder à des soins de meilleure qualité. Par exemple, je me rappelle mon chef de service d'avant, quand il faisait la visite, souvent il venait s'asseoir dans la chambre. Déjà, le fait de s'asseoir, vous savez, ça crée déjà un cercle d'intimité finalement, plutôt que de rester debout comme vous l'avez peut-être vécu, où les gens sont autour de vous et vous êtes allongé, vous êtes en position d'infériorité. Il s'asseyait, puis avant d'aborder la question de la santé, il trouvait toujours une petite question à poser sur la famille, les enfants, les villes d'origine des gens quand ils venaient d'un peu loin. Ou alors il voyait qu'ils avaient un vêtement qui lui attirait l'œil, il leur posait des questions sur leur goût vestimentaire, sur les tressages des cheveux. Enfin, des fois, d'ailleurs, nous, en tant qu'étudiants ou internes, on était un peu estomaqués qu'il ose s'adresser à eux sur ces questions-là. Mais de la façon dont il le faisait, dans une grande empathie, ça créait une relation, une détente. Ça mettait les gens plutôt à l'aise en général. Ils n'étaient pas du tout offusqués, parce qu'il était quand même quelqu'un de bien élevé. Et ça générait du coup une sensation, je pense, de confort pour les gens, et ça leur facilitait aussi la discussion. Puis le fait de le faire assis, on se sentait sur un pied d'égalité. Et donc finalement, cette entrée dans leur intimité les mettait dans des conditions plus positives pour ensuite avoir vraiment entré dans la question médicale à proprement parler. Alors finalement, cette question d'intrusion dans l'intimité, je trouve qu'elle est aussi à mettre en relation avec l'intention du soignant vis-à-vis de la personne qu'il soigne. C'est différent d'entrer avec un regard un petit peu intrusif ou avec un regard neutre. On a besoin de savoir, on n'est pas là pour juger. Hein. C'est plus facile parfois à dire qu'à faire, mais son jugement, on doit le garder en soi, ça fait partie de notre déontologie. Et puis, elle est à mettre finalement en balance avec la question du consentement de la personne à qui on s'adresse, parce que je vous l'ai dit, finalement, notre intimité, on choisit aussi de la dévoiler plus ou moins, et c'est nous qui fixons les limites face à l'interlocuteur vis-à-vis duquel on s'adresse. Et il faut que la personne ait la possibilité, la liberté de refuser à tout moment quelque chose qui lui paraît trop intrusif par rapport à son intimité. Voilà, donc il faut lui laisser aussi ce temps, cette expression, pour qu'elle puisse le refuser. Et ça, c'est valable dans les soins normaux et probablement aussi dans la prise en soin à distance. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est la même chose en soins courants, sur place, présentiel, comme on dit maintenant, ou à distance. Alors, dans notre réflexion, on a abouti à cette remarque aussi, c'est que finalement, cette sensation de briser l'intimité des gens par le distanciel qui nous était venue, est-ce qu'elle ne tient pas aussi un peu à la spécificité des soignants hospitaliers? Parce que les soignants libéraux, ils sont habitués à entrer chez les gens. Donc, ils voient déjà comment c'est chez eux, ils voient déjà leurs conditions de vie, ils voient s'il y a des choses qui laissent penser qu'il y a un peu d'insalubrité, un peu de misère, un peu de difficulté à entretenir son domicile, etc. Ça, c'est des choses qu'à l'hôpital, on ne voit pas parce que les gens viennent à nous le plus souvent. On les sort de leur intimité pour les hospitaliser, par exemple. Alors, c'est peut-être une question qui est aussi spécifique aux soignants hospitaliers qui font le plus souvent l'éducation thérapeutique encore aujourd'hui. Mais on s'est rappelé le serment d'Hippocrate qui dit « Quoi que je vois ou entende dans la société pendant ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. » Et en fait, ça veut dire quoi ce serment d'Hippocrate? Ça veut dire si je vois des choses de l'intimité qui me sont dévoilées, même si ce n'était pas nécessaire pour mon soin,
je le garde pour moi. Donc finalement, cette intrusion, elle est aussi couverte par notre déontologie et notre secret professionnel. Alors, quelle serait la spécificité de l'ETP à distance vis-à-vis de ça? Je pense que finalement, ce qui est important, c'est la question de l'information et de la connaissance pour les personnes de l'intrusion potentielle que peut constituer l'échange par visio, etc. On n'est pas tous familiers de ces techniques de communication et donc il est important d'attirer l'attention des participants sur leurs spécificités. Que vont voir les autres personnes de moi, de mon intimité, de mon domicile, de mes gestes? Par exemple, si je me cure le nez pendant que parle Olivier, ça va se voir. Ça se verrait peut-être moins si j'étais dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que je montre en fait de moi et de mon intimité? Et comment je peux aussi prendre le contrôle en choisissant ce que je veux montrer, ce que j'accepte de montrer, de laisser voir, et ce que je souhaite ne pas laisser voir. Mais finalement, c'est la même démarche que quand je m'habille pour aller à un rendez-vous. Je choisis de mettre telle ou telle tenue en fonction de ce que je veux donner comme image de moi. Voilà, il faut avoir conscience dans ce type d'échange que ce qu'on montre est public. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis dans ma chambre à coucher. Mais bon, je n'ai pas laissé les photos de famille, j'ai tourné la caméra de sorte que vous ne voyez pas les petits dessins de mes enfants et que ça fasse un environnement qui soit plutôt joli. J'ai essayé de régler l'éclairage aussi. J'ai pris soin d'enlever les vêtements qui peuvent parfois traîner sur le bord de mon lit. J'ai fermé les portes pour ne pas être dérangée par mon chat. Voilà, j'ai pensé à tout ça, j'ai réfléchi à ce que vous alliez voir de mon intimité, même si je fais la présentation depuis un endroit qui est finalement intime. Avec la visio, la spécificité finalement, c'est que le décor, les sons autour, les autres personnes, les êtres vivants présents là où je vis, peuvent apparaître. Donc, je n'ai pas seulement à prendre garde à mon apparence. Mais par contre, j'ai d'autres libertés que je n'avais pas par d'autres méthodes. Par exemple, si ça se trouve, je n'ai pas de pantalon, mais vous ne le savez pas. Peut-être que juste avant, j'ai fait un cours de yoga, je pue la transpiration, mais ça reste entre moi et moi. Alors, c'est une autre façon finalement de se rendre présentable à l'autre. À nous d'en acquérir les codes et de les transmettre aussi aux personnes qui n'y sont pas familières. Voilà. Alors après, comment on peut moduler quand on organise de l'ETP? Est-ce qu'on doit, par exemple, sur une séance de groupe, accepter que certains ferment la caméra et pas d'autres? Est-ce qu'on doit accepter de converser uniquement par chat plutôt que par micro? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à décider en fonction des objectifs de la réunion, du caractère individuel ou collectif. Voilà. Et puis l'autre particularité en ETP de groupe, c'est que ce ne sont pas uniquement les soignants qui vont pénétrer chez les gens, mais aussi d'autres personnes. Donc ça nécessite une bonne information de l'ensemble du groupe et une espèce d'accord tacite entre tous. Mais comme on dévoile tous autant, à ce moment-là, je pense qu'on a aussi cet accord qui se fait naturellement. Et puis la spécificité, enfin, c'est que ce ne sont pas seulement les personnes soignées qui vont dévoiler leur intimité depuis les périodes de confinement, l'avènement du télétravail, mais c'est aussi nous, soignants, qui pouvons être amenés à montrer des zones de chez nous qu'on n'aurait peut-être pas montrées en temps normal à nos patients. Dans l'ensemble, le dévoilement de cette intimité, finalement, il fait partie intégrante des soins. S'il est accepté, il est accepté s'il est consenti et considéré comme justifié pour les objectifs du soin. Et une bonne communication devrait permettre de sécuriser les personnes soignées et les soignants pour que ces séances se déroulent dans de bonnes conditions. Et je conclus juste en vous disant que sur la première capsule qui vous sera envoyée entre les deux modules, vous verrez quelques petits trucs et astuces plus concrets pour mettre en application tous les exemples que je vous ai cités. Je vous remercie. Merci Aline, je me permets juste une petite remarque par rapport à ce que tu as dit. Alors c'est vraiment une remarque, je ne sais pas si ça va être une question, une remarque entre les deux, on va dire. Parce que j'ai déjà entendu parler d'une notion, peut-être que tu as entendu en préparant. Déjà, je te remercie hein, d'être intervenu sur ce sujet, parce que c'est vraiment très important, très intéressant. Et c'est vrai qu'on a tendance à peut-être un peu snober ce genre de problématique. Alors, j'ai déjà entendu cette notion de proxémie. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Donc, Alors,
Ouais, Mais la dis-nous. proxémie, en fait, c'est vraiment la distance qui existe entre deux êtres qui serait en lien avec finalement le rapport qu'on entretient avec ces personnes-là. Par exemple, tu vas avoir une personne que tu ne connais pas, un inconnu, qui va te prendre par l'épaule, et ben tu vas la mettre, tu vas faire un geste de recul parce que c'est pas approprié, parce qu'elle s'est mise trop près de toi. Et en fait, à distance, évidemment, cette proxémie, elle n'existe pas. Du coup, c'est vrai qu'en t'écoutant parler, je me disais, est-ce que tu vois, c'est pas un problème justement parce qu'on a du mal à se repérer par rapport à la relation qu'on entretient avec la personne qu'on a en face de nous à distance, puisque justement, il n'y a pas cette notion de distance, j'ai envie de dire métrée, quoi, d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'on constate en travaillant sur des séances de groupe comme ça, c'est qu'on perd une partie de la communication non verbale malgré la caméra. Et c'est effectivement tout ce qui passe par des petits gestes quasiment invisibles ou par le palper, le toucher. En rhumato en particulier, c'est une spécialité où on est beaucoup amené à palper, à toucher nos patients. Et moi, j'ai très tôt dans ma carrière constaté que finalement, prendre la main, faire une petite caresse sur l'épaule, etc., ça désamorce un petit peu parfois des dialogues difficiles où ça apporte de l'apaisement sans parole. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas trouver. Les gens qui sont habitués à animer des groupes, ils savent aussi que quand quelqu'un prend un peu trop la parole, on peut aller le toucher pour le calmer un petit peu, l'apaiser. Et là, on ne peut pas utiliser ce moyen-là pour réguler le temps de parole des gens en visio. Donc, c'est vrai qu'il y a une adaptation et qu'on perd un petit peu cette compétence-là qu'on doit du coup compenser par d'autres méthodes. Merci. Merci beaucoup en tout cas de ton intervention, Aline. On va continuer. On a déjà pris un peu de retard. Et donc, on va continuer avec Mariana Dorsa et Marie Duvivier. Je pense que malheureusement, Mariana n'a pas pu se connecter. On va laisser la parole à Marie, chargée de mission au pôle de ressources en ETP en Île-de-France, pour la présentation suivante. La IETP rend-elle l'ETP descendante et comment la rendre participative? Donc déjà, bonjour à tous. Donc effectivement, Mariana Dorsa n'a pas pu réussir à se connecter, donc je vais assurer la présentation toute seule. Donc, comme Olivier m'a présenté, je suis Marie Duvivier, je suis chargée de mission au pôle de ressources TP Île-de-France et je suis également patiente bénévole. Donc, j'interviens aussi des fois en tant que patiente. Donc, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que la IETP rend l'ETP descendante? Et comment la rendre participative? Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, on s'est déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ETP participative? Et plutôt que se demander comment on rend l'ETP participative, c'est peut-être plutôt aller regarder des points de vigilance pour maintenir la participation. Parce qu'en fait, c'est un peu parti du postulat que si on est descendant déjà en présentiel, il y a peu de chances qu'on ne soit pas descendant à distance. Et si on fait participer, si on est beaucoup dans la participation en présentiel, il y a plus de chances qu'on le soit également à distance, en fait. La méthode, finalement, n'est peut-être pas si différente. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà, on s'est interrogé un petit peu sur des points qui rendaient le TP participative. Donc, effectivement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on intègre les patients dans cette participation ou les participants en général, finalement? C'est déjà un espace de parole égale. Donc, comme on le rappelle souvent au début des ateliers, un espace de confiance où il n'y a pas de jugement, où il y a de l'écoute entre les participants, de la bienveillance. C'est aussi partir de l'expérience et des savoirs des personnes. Donc, toujours partir des apports du groupe et faire en sorte que le groupe produise ses propres solutions. Donc là, c'est vraiment une question à se poser en tant qu'animateur, c'est de se dire comment je fais pour que mes participants puissent déjà exprimer des choses et que je parte de ce qu'ils sont à la base. Donc c'est un petit peu ce qui n'est pas très participatif actuellement, c'est que je vous donne plus un cours que je ne vous fais participer sur ce que vous savez de l'ETP et de sa participation à la base. Voilà. Donc, c'est à vraiment se poser cette question qu'on se pose déjà en présentiel. À chaque fois qu'on fait un atelier finalement en présentiel,
On est d'abord sur les connaissances des participants, etc. Et à partir de là, on va construire des choses. Donc, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près la même chose. Pour que voilà, l'ETP soit participative aussi, on réfléchit du coup au rôle et à la posture de l'animateur, comme je viens de vous le dire. Donc, comment je vais créer la cohésion de groupe? Déjà en présentiel, comment je fais pour créer cette cohésion? Est-ce que je réfléchis à l'espace dans lequel j'accueille les gens? Est-ce que, voilà, comment moi je me présente? Comment les gens se présentent? On va réfléchir à tout ça déjà en présentiel. Donc, potentiellement réfléchir à distance. Et c'est aussi toute la question de la gestion de la discussion, en fait, et de l'écoute active. Donc, essayer de faire tourner la parole, de poser des questions, de reformuler, relancer, rebondir, voilà. Et pareil, on essaie toujours de réfléchir à des outils qui sont adaptés justement à la participation des gens. Est-ce que je vais utiliser du brainstorming? Est-ce que les gens vont eux-mêmes écrire des choses? Voilà. Comment je favorise la libre expression du groupe, en fait. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a mis en point pour faire en sorte qu'une ETP soit un maximum participative. Après, bon, effectivement, tout dépendra aussi de la dynamique qu'on arrivera à instaurer dans le groupe et de l'animation en elle-même. Mais c'est déjà des petits éléments qu'on peut réfléchir pour créer de la participation. Donc, slide suivante. Et donc, du coup, ce qu'on a préféré, c'est pas forcément vous dire comment rendre l'ETP à distance participatif, mais vraiment réfléchir à des points de vigilance. Parce qu'il n'y a pas forcément de formule miracle de comment rendre participative. Chacun adapte sa méthode, etc. Mais il y a vraiment des points qu'on peut peut-être être un petit peu plus. On peut faire plus attention à distance. Parce il va falloir un peu plus insister du fait que les participants soient loin, comme Aline le disait, chez eux, dans leur environnement, etc. Donc, du coup, dans les points de vigilance, justement, il y a une très grosse attention sur le cadre. Quand on entre dans un atelier à distance, comment va se faire la distribution de la parole? Rappeler la bienveillance, le non-jugement et vraiment interpeller les gens parce qu'effectivement, à distance, il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés. Donc là, aujourd'hui, la distribution de la parole pour les participants se fera via un chat, en fait, et du coup, des questions pourront nous être apportées. Mais dans d'autres situations, on peut parler des outils comme lever la main, on peut soit désactiver, activer son micro. Enfin, il y a beaucoup de techniques et c'est vrai que c'est important que les gens puissent le savoir pour prendre la parole justement et des fois, ils ne vont pas oser, donc c'est important. On a mis un point aussi sur les outils pédagogiques. Justement, c'est oser le bricolage parce qu'on a souvent peur à distance de se dire, mais oui, mais mon outil en présentiel, comment je fais pour le remettre? J'avais des cartes, est-ce que ça marche à distance? Comment je vais faire, etc. Tout est possible finalement à distance. C'est juste une adaptation d'outils, c'est juste une réflexion des outils un peu plus poussée, mais il en existe beaucoup et d'ailleurs les logiciels se sont de plus en plus développés. Quand vous téléchargez les dernières mises à jour, c'est impressionnant maintenant ce qu'on peut faire. Donc voilà, ne pas hésiter à être très créatif dans les outils. Savoir que si on avait des cartes, on peut recréer des cartes virtuelles, on peut se servir de ce qu'il y a chez les gens aussi pour les faire participer. Il y a plein de techniques comme ça qu'on peut utiliser. Et sur les outils, on voulait surtout mettre un point de vigilance sur ce qu'on appelle outils interactifs et ce que c'est que le participatif. Parce qu'en fait, dès qu'on utilise les outils informatiques, on a l'impression que c'est interactif. Mais l'interactivité de l'outil entre moi, ma souris et mon ordi ne me veut pas dire participer en fait dans l'atelier. Je peux très bien avoir un questionnaire et cliquer sur des cases. Donc oui, il y aura un côté interactif de la chose, mais il n'y a pas de participation dans le groupe finalement. Donc il faut faire attention justement à cette petite distinguo interactif et participatif dans les outils à distance. C'est voilà, on, on se disait tout à l'heure avec Mariana qu'effectivement l'interactif, on fait finalement quelque chose et le participatif, c'est quand on a créé quelque chose avec le groupe. Voilà. Et donc, se poser la question de est-ce que si j'ai quelque chose en face de moi, je l'ai créé avec le groupe ou c'est moi qui ai retranscrit la parole du groupe ou c'est le groupe qui l'a créé. Ça fait la petite différence. Ensuite, on avait mis un petit point de vigilance aussi voilà, sur la mettre à l'aise les participants à l'environnement, en fait, puisque tout le monde ne sait pas se servir des outils informatiques.
Donc déjà, un des points pour permettre la participation, c'est déjà une acculturation au logiciel, en fait. Donc, savoir utiliser son micro, savoir voilà, utiliser une caméra, peut-être savoir utiliser un chat. Voilà, c'est tous les petites astuces qu'il y a à l'intérieur d'un outil euh, pour, euh, bah, pour permettre le plus de participation possible, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est très important et que les gens vont tout de suite se rendre compte que, ils vont pouvoir se sentir délaissés si on utilise, s'ils ne savent pas utiliser alors que les autres le savent. Donc peut-être même faire attention aussi comment dire, à l'outil, utiliser l'outil chez les gens. Est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est un téléphone portable? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce qu'ils ont une bonne connexion? Voilà. Hmm. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là auxquelles on voudrait mettre un point de vigilance pour favoriser la participation. Comme en présentiel, finalement, la posture de l'animateur va rester très, très importante, c'est-à-dire, et qui est encore plus importante finalement à distance, c'est de rester toujours dans la reformulation, le résumé, ce qui a été dit peut-être aussi des fois, s'assurer de la bonne compréhension des participants, parce que des fois même, que ce soit à distance, on n'ose pas forcément, on verra peut-être moins, comme disait Aline, les visages ou les choses comme ça. Du coup, peut-être s'assurer que les personnes ont bien compris, parce qu'on verra peut-être, c'est plus difficile finalement de voir toutes les caméras en distanciel. Donc, bien s'assurer de la bonne compréhension des gens vis-à-vis des consignes, du fonctionnement de la séance, etc. Alors, un des points qu'on a mis aussi, c'est que c'est vrai que à distance, ce qui peut nous faire peur, c'est justement, on ne voit pas les visages. Tous, quand on partage un écran, d'autant plus comme je le fais là, on n'a pas s'ils sont nombreux, on ne voit pas tout le monde. Et donc, c'est pas facile forcément de voir qui parle pas, qui a une émotion, qui n'a pas d'émotion, ou qui, voilà. Et donc, faut assez bien en tant qu'animateur les anticiper justement pour pas se sentir déstabilisé le jour J en fait. C'est normal que dans un atelier d'éducation thérapeutique, il y ait des émotions et on espère qu'il y en aura finalement, sinon ça veut dire qu'il se passe vraiment rien dans cet atelier. Et justement, faut réussir à les prévoir puisque c'est pas parce que quelqu'un a une émotion qu'on peut pas la gérer à distance. Il y a des gens qui vont savoir pleurer même à distance et le dire. Il y en a d'autres, justement, ça va favoriser cette espèce de prise de recul où en présentiel, ça aurait été très dur pour eux de pouvoir sortir de la salle, ou de pouvoir se mettre à pleurer, ils auront tout gardé. Là, pouvoir des fois permettre à une personne de juste, je coupe ma caméra, je pose 5 minutes, j'évacue, je reviens, ça me permet de revenir bien dans le groupe. Si j'ai envie d'exprimer les choses, je peux. Si j'ai pas envie, ça reste avec moi aussi. Donc, permettre aussi cette intimité de la personne dans ses émotions. Voilà. Donc, et effectivement, pouvoir laisser des fois des temps de silence aux personnes pour assimiler ce qui se passe dans cet atelier. Avoir un temps de réflexion, peut-être des fois, c'est pas toujours évident de rebondir du tac au tac sur ce que dit l'animateur, donc pouvoir voilà, prendre son temps pour répondre sans forcément laisser des silences très longs et ennuyeux qui peuvent être déstabilisants et voilà. Mais essayer de gérer ces temps de silence, ça peut être aussi quelque chose à anticiper dans l'animation, en fait. Slide suivante. Alors, on a mis un point essentiel parce que tout ce que je vous ai dit avant, c'est très, très dur d'arriver à être animateur d'une session d'éducation thérapeutique tout seul, en fait. C'est très, très compliqué. Donc, nous, on favorise assez bien, souvent la co-animation dans les ateliers, surtout à distance, puisque réussir à gérer un outil éducatif, participatif, voir les caméras, gérer un chat éventuellement avec des choses et des questions qui se passent, gérer les visages avec les personnes qui auraient des émotions ou qui ne participeraient pas, etc. C'est très compliqué quand on est seul. Donc c'est pour ça qu'on on prône la co-animation. D'ailleurs, ce qu'on a essayé de faire avec Mariana, et vous avez vu heureusement que ce n'était pas elle toute seule parce qu'elle n'aurait pas été là. Mais effectivement, tout bêtement, on sait toujours qu'à distance, il y a des problèmes de connexion, il peut y avoir un problème d'ordinateur, un problème de je ne sais quoi. Et si vous avez un problème de connexion, l'atelier s'arrête si vous êtes tout seul. Tandis que si vous êtes deux, on peut continuer. Et c'est pour ça que dans cette co-animation, il faut vraiment penser les rôles de chaque animateur et potentiellement être interchangeable.
Pour la petite anecdote, hein, moi, je me suis déjà retrouvée dans un atelier où on co-animait à 3. Mes 2 collègues ont buggé, pas de connexion. Je me suis retrouvée toute seule. Heureusement que, voilà, on avait un peu anticipé les choses avec un déroulé très précis de notre atelier. Je savais où on devait aller, et cetera, donc c'était assez simple. Hem, la co-animation, elle est très intéressante aussi dans la gestion de la parole pour les participants. C'est-à-dire qu'un participant qui n'aurait pas forcément envie de prendre la parole va peut-être juste mettre qu'un petit truc dans le chat ou quoi que ce soit, et ça permet que le deuxième animateur puisse voir justement ce qui se passe dans le chat, peut-être interagir un peu plus individuellement avec d'autres gens pendant que l'autre personne anime le groupe ou anime une discussion qui aurait lieu dans le groupe. Donc voilà un peu un petit peu les points de vigilance qu'on aurait à mettre. Donc on vous a remis un petit peu des petits pense-bêtes, pour la co-animation que je viens de vous dire, à l'instant. C'est du coup, avoir un moyen de communication entre co-animateurs, ça c'est important parce qu'effectivement on a les chats, mais comme vous savez dans beaucoup d'outils, informatiques, le chat on ne peut pas forcément envoyer qu'à une personne. On peut envoyer à tout le monde ou on peut envoyer justement qu'à une seule personne et si on est 3 co-animateurs, ça marche pas. Donc c'est vrai que souvent on utilise des petits, l'outil téléphone, hein. Il est très pratique pour avoir un petit groupe, ensemble pour discuter pendant l'animation pour pouvoir toujours s'adapter et réadapter en fonction de ce que les participants nous amènent. Très important aussi, une maîtrise de l'outil, hein, une bonne connexion. Donc normalement, on essaie de vérifier sa connexion avec les mêmes outils de la bonne conférence et ça va marcher à la fin. Mais c'est pas tout ça. Voilà, il y a toujours un couac, ça arrive. Et maîtriser l'outil, c'est vrai que ça fait souvent peur quand on n'a jamais animé à distance, d'utiliser, je sais pas, un tableau blanc, d'utiliser, un outil, X et Y, des post-it, des choses comme ça fait toujours peur. Après, il y a pas de secret, hein, c'est l'entraînement. L'entraînement, ensemble qui marche. Voilà, nous, maintenant au pôle de ressources, on fait un appui, sur l'animation d'ateliers de TP à distance. On a appris de nos erreurs, on a appris de tout ce qu'on a essayé et on a essayé entre nous 1000 fois. En mars 2020, on ne savait pas comment faire ça, hein. Et on a tout appris et maintenant, on arrive à avoir des retours et à être calé là-dessus. Heu, donc effectivement, pareil, hein, quand on veut utiliser des documents, des choses comme ça, petit pense-bête, c'est de penser à les ouvrir à l'avance. Ça permet, voilà, de pas se retrouver embêté. Donc tous ces petits couacs-là, en fait, si vous les avez anticipés avant, ça permettra une participation plus aisée, finalement, des personnes, qui seront là. Parce que si à chaque fois: «Ah zut, j'ai oublié mon document. Ah mince, elle a un problème de connexion», ça va être très compliqué au bout d'un moment pour les participants de vous suivre. Toujours avoir un plan B. Donc le plan B vous voyez bien, moi j'anime toute seule finalement, donc super plan B. Et comme je disais, être interchangeable dans les rôles. Slide suivante. Heu, alors, petit pense-bête aussi qu'on vous a petit récapitulatif, pour mettre à l'aise les participants. Donc toujours rappeler le cadre. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise de parole. S'accorder sur les modes de régulation de la parole. Est-ce qu'on lève la main? Est-ce qu'on lève pas la main? Est-ce qu'on on enlève son micro? Expliquer l'ordre du jour détaillé. Donc ça, c'est assez important pour que les gens puissent voir où vous allez aller sur la séance, parce que c'est plus difficile à distance de suivre les personnes qu'en présentiel. Donc c'est assez important d'avoir un petit peu où on va et s'il y a des séances qui se complètent, la prochaine fois, on verra ça. Ça vous permet aussi de pouvoir, vous, réguler la parole et de pouvoir maintenir le cadre du sujet dans lequel vous avez envie d'aller. Voilà, parce que sinon les gens, s'ils commencent à partir sur autre chose, vous pouvez leur rappeler: «Ah mais vous voyez, on a expliqué que, on allait discuter de ça aujourd'hui, ça viendra dans le prochain atelier qu'on a organisé». Les temps de pause sont importants. On a remarqué souvent qu'au bout, d'1 heure et demie, ça devient compliqué de suivre une visio finalement. Ça devient de plus en plus long et c'est compliqué de suivre une visio donc si on dépasse 1 heure et demie, c'est faire des temps de pause et après aussi s'adapter à la fatigabilité du public, qu'on accueille en fait, puisqu'on sait bien que dans certaines maladies chroniques, ça va être, plus compliqué d'avoir une concentration longue. Heu, donc délimiter les sujets qui seront travaillés, c'est ce que je vous disais juste avant. Heu, annoncer clairement chaque séquence, donc si vous avez des séquences différentes et
reformuler toujours. Et un petit peu important quand même, c'est de ne pas oublier de faire une synthèse finalement à la fin de votre atelier et une petite conclusion. Donc la synthèse de cet atelier, moi, ce qui va être que, eh ben, l'IETP finalement, ça rend pas le TP descendante si on respecte les points de vigilance et si on avait déjà une façon de faire participative en présentiel, il y a pas de raison qu'on devienne descendant à distance, en fait. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie, c'était super. Tu nous as fait plein de super rappels. Moi, je dois remercier vraiment le pôle ETP j'ai participé à votre formation et ça m'a vraiment libérée pour oser me lancer aussi dans le TP à distance quand on ne maîtrise pas les outils, quand on n'est pas forcément à l'aise au départ. Et puis en fait, il faut se lancer. Et moi, ce que je retiendrai quand même, c'est que des fois, on a tendance à se dire il y a tellement d'outils qu'on veut de la technicité et des fois il vaut mieux faire un truc simple. Je préfère parfois avoir mon papier devant la caméra, mais au moins je suis sûre qu'on se comprend et je suis sûre que je ne vais pas me planter, à moins que je déchire mon papier par inadvertance. Mais enfin. Alors, on nous a demandé quelques petites choses. On nous a demandé de veiller à éviter les anglicismes inutile. Alors on va faire attention, mais bon, on parle quand même de IETP, donc déjà on est mauvais dans les anglicismes. Voilà. Bon, parfois quand on parle un petit peu de termes techniques, c'est vrai que très vite on parle dans ces dérives. Alors quelqu'un, Karine, nous disait que c'est quand même souvent préférable d'être 3 pour co-animer à distance. C'est vrai que ça me paraît être nécessaire d'avoir en fait une personne de plus qu'en présentiel. Bah, c'est confort enfin 2, c'est chouette, 3, c'est hyper confortable, en Voilà. fait. C'est ça permet un confort assez voilà. C'est que s'il y a un problème, il y a toujours quelqu'un qui est là. Voilà, il y a toujours quelqu'un pour rattraper, on peut être beaucoup plus complémentaires. C'est Mm. c'est Ouais, très confortable. Après, je sais que dans le milieu hospitalier, c'est pas toujours évident de se libérer à 3. On a des emplois du temps assez compliqués. Donc, c'est pour ça souvent qu'on prône la co-animation aussi avec des patients intervenants qui peuvent avoir un emploi du temps plus simple et aussi des compétences techniques et complémentaire. d'animation complémentaires. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je trouve que ce qui manque parfois dans les séances de TP à distance, c'est finalement des temps d'échange entre les participants. Sur place, on l'a au moment de la pause café. Est-ce que tu préconises ou tu conseillerais, par exemple, de réserver un temps? Je sais que certaines équipes ont fait ça. Elles ont laissé un moment les participants entre eux en se déconnectant ou en restant, en les laissant vraiment discuter entre eux sur leur système d'échange à distance. Bah, je sais que ça s'est fait effectivement, c'est intéressant, surtout quand on fait une pause. Ça fait un peu comme la pause café. Donc il y a différentes façons, enfin, qu'on a déjà vu, que j'ai déjà entendu, c'est soit sur certains outils, on peut ouvrir une salle de réunion. Donc on peut ouvrir une salle de réunion type comme s'il y avait un couloir où les gens peuvent y aller et repartir comme ils veulent dedans. Donc ça permet d'aller discuter si on veut. Et effectivement, point de vigilance que je mettrais là-dessus, c'est quand on est animateur, c'est vraiment si on déconnecte sa caméra parce que c'est la pause, on déconnecte pas sa caméra pour écouter les gens. Et ça, j'ai déjà entendu des participants s'en plaindre, qu'en fait, ils ont réalisé que l'animateur était juste derrière. Et ça a un peu frustré et un peu coupé l'élan de participation derrière, en fait. C'est que si notre caméra est éteinte, c'est parce qu'on est parti fumer une clope, se boire un café ou quoi que ce soit. Mais par contre, quand on revient, on allume sa caméra pour signifier aux participants qu'on est là et que si on veut, on peut échanger comme si on prenait un café, mais l'animateur est là. Mais, mais c'est important, oui, de pouvoir laisser un temps d'échange. Et c'est pour ça que souvent, c'est important de laisser les chats ouverts. Je sais que sur certains logiciels, on peut bloquer les chats. Mais en fait, laisser les chats ouverts, ça permet aussi de laisser les gens, ils peuvent se parler individuellement aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est quand même, je trouve, un des gros bénéfices de l'ETP de groupe, ces petits échanges qui se font directement entre les participants. Alors, Sandrine nous disait que l'ETP permet aussi à des personnes qui sont loin d'un centre hospitalier ou qui ont des difficultés à se déplacer de participer à un programme de TP. Ça, c'est vrai que finalement, ça change les personnes à qui on va pouvoir le proposer, quoi. Oui, ah bah oui. Nous, je sais qu'on a eu aussi des retours de remerciements immenses de j'ai enfin pu participer à vos ateliers, je suis à mobilité réduite. Et on sait qu'aussi dans les maladies rares qui sont assez étalées sur le territoire, tout le monde ne peut pas se déplacer tout le temps sur Paris ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une nouvelle proposition qui est la bienvenue de rassemblement aussi. Alors, tu suscites beaucoup de questions. On a Karine qui nous dit aussi que pour elle, l'IETP est finalement complémentaire du présentiel et qui demande si les programmes d'IETP sont co-construits avec des patients partenaires. Oui,
les programmes d'IETP sont co-construits avec des patients partenaires. Nous, dans les appuis qu'on fait, on invite les équipes à toujours avoir un patient partenaire avec eux pour co-construire l'atelier. Et effectivement, oui, ils sont complètement complémentaires puisqu'on peut avoir un atelier en présentiel, un atelier à distance, ça peut s'alterner, ça peut être. Il y a même certaines équipes qui font du mix avec des gens en présentiel et des gens à distance. Donc après, c'est une organisation différente sur comment on répartit la parole, mais oui, tout est. Je conseille même vivement d'avoir un patient partenaire avec soi. Bien sûr. Alors, quelqu'un qui appuie, mais puis on va arrêter la question, mais on aura d'autres occasions d'échanger sur le fait qu'une solution est de laisser le patient intervenant être animateur pour gérer aussi l'outil et garantir la déconnexion du pro pendant le temps d'échange. C'est vrai que oui, là, il joue vraiment ce rôle parfait dans cette organisation-là. En tout cas, merci beaucoup Marie. Olivier, est-ce que tu as une petite question à poser ou tu reprends la main? J'avais juste une toute petite remarque sur le brise-glace et par rapport à la conversation que vous aviez, parce que moi, à mon sens, le brise-glace, c'est vraiment un outil qui est particulièrement important en distanciel parce qu'il permet justement, il porte bien son nom, de briser la glace. Et je pense qu'en plus, il y a plein d'outils pédagogiques en lien avec le brise-glace qui sont super amusants. Donc, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des trucs vraiment sympas à faire dès le début d'un atelier et dès le début de votre programme, en fait, du premier atelier. Et c'est vraiment génial et ça permet de mettre tout de suite les gens dans une ambiance plutôt ludique, parce que c'est aussi ça, l'éducation thérapeutique. On n'est pas là pour parler soins et on est plutôt dans une ambiance plutôt cool en général. On va effectivement enchaîner, Aline. Oui, parce que Marie, elle nous a dit que les temps de pause sont importants. Oui, exactement. Donc, on va faire une toute petite pause, 5 minutes. Voilà, n'hésitez pas à prendre un petit café et puis revenir dans 5 minutes pour les deux interventions suivantes. À tout de suite. Polyarthrite, spondyloarthrite, rhumatisme psoriasique. Pour tout savoir et mieux vivre avec la maladie, connectez-vous au e-salon de la polyarthrite du 11 au 16 octobre. Informations et inscriptions gratuites au 01 40 03 02 00 ou sur polyarthrite.org. L'Association des sclérodermiques de France a été créée en 1989 pour aider les patients à vaincre la maladie, pour rompre leur isolement et pour promouvoir la recherche. Elle est animée actuellement par 21 bénévoles pour 18 délégations régionales et compte à ce jour un peu plus de 1100 adhérents. Alors, la sclérodermie et l'HTAP peuvent être liés et certains patients vont développer les deux maladies conjointement, ce qui va rendre beaucoup plus compliqué le traitement de la maladie, l'une ou l'autre. Un lien étroit existe depuis de nombreuses années avec l'HTAP France et l'Association des sclérodermiques de France. On se rencontre régulièrement lors de rencontres entre associations et actuellement, nous travaillons sur la relecture d'un agenda. Nous finançons des projets de recherche pour des chercheurs ou des jeunes chercheurs. Cette année, nous en avons sélectionné 7 et en général, nous attribuons entre 120 000 et 200 000 euros par an sur les fonds provenant des dons que nous recevons pour la recherche. Johnson est un nouveau partenaire qui est très impliqué à nos côtés pour nous aider à faire connaître la sclérodermie et l'Association des sclérodermiques de France. La Journée mondiale de la sclérodermie a été créée il y a 12 ans, le 29 juin. Le 29 juin, c'est la date de la mort de Paul Klee, peintre, lui-même sclérodermique. Et nous organisons avec l'aide de la FESCA, qui est la Fédération européenne des associations de patients sclérodermiques, des manifestations, des communications, des conférences et surtout une campagne d'affichage ou de posters que nous mettons sur Facebook et autres réseaux.
malade depuis longtemps. Ça lui a abîmé les mains et la figure aussi. Elle va souvent à l'hôpital. Elle étouffe. Et moi, j'ai peur qu'elle meure. La sclérodermie est une maladie orpheline. En France, elles en sont atteintes. Trop peu pour que la recherche soit rentable. Ne les abandonnons pas. Polyarthrite, spondyloarthrite, rhumatisme psoriasique. Pour tout savoir et mieux vivre avec la maladie, connectez-vous au e-salon de la polyarthrite du 11 au 16 octobre. Informations et inscriptions gratuites au 01 40 03 02 00 ou sur polyarthrite.org. L'Association des sclérodermiques de France a été créée en 1989 pour aider les patients à vaincre la maladie, pour rompre leur isolement et pour promouvoir la recherche. Elle est animée actuellement par 21 bénévoles pour 18 délégations régionales et compte à ce jour un peu plus de 1100 adhérents. Alors, la sclérodermie et l'HTAP peuvent être liés et certains patients vont développer les deux maladies conjointement, ce qui va rendre beaucoup plus compliqué le traitement de la maladie l'une ou l'autre. Un lien étroit existe depuis de nombreuses années avec l'HTAP France et l'Association des sclérodermiques de France. On se rencontre régulièrement lors de rencontres entre associations et actuellement nous travaillons sur la relecture d'un agenda. Nous finançons des projets de recherche pour des chercheurs ou des jeunes chercheurs. Cette année, nous en avons sélectionné 7 et en général, nous attribuons entre 120 000 et 200 000 euros par an sur les fonds provenant des dons que nous recevons pour la recherche. Johnson est un nouveau partenaire qui est très impliqué à nos côtés pour nous aider à faire connaître la sclérodermie et l'Association des sclérodermiques de France. La Journée mondiale de la sclérodermie a été créée il y a 12 ans, le 29 juin. Le 29 juin, c'est la date de la mort de Paul Klee, peintre, lui-même sclérodermique. Et nous organisons avec l'aide de la FESCA, qui est la Fédération européenne des associations de patients. Voilà, nous sommes donc de retour avec deux nouvelles présentations à vous montrer dans la deuxième partie donc, de ce premier module des rencontres phares 2021. J'espère que vous avez eu le temps de boire un petit café. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que le café allait prendre 30%. Donc peut-être que vous vous mettrez au thé ou au chocolat parce que ça va devenir sûrement un peu l'or noir, le café. Donc peu importe, nous allons donc enchaîner avec les méthodes pédagogiques et outils numériques en distanciel. Je vais donc vous faire cette présentation qui d'origine devait se faire avec Carolina Brito, qui est coordinatrice d'éducation thérapeutique chez Cordep 95, qui est une plateforme de ressources et d'accompagnement en éducation thérapeutique dans le Val d'Oise. Carolina Brito a accouché il y a 3 jours. Donc voilà, félicitations à elle. Mais bon, et bien évidemment, c'était compliqué pour elle d'être présente aujourd'hui. Donc on va enchaîner, diapo suivante, s'il vous plaît. Avec le sommaire, je vais vous parler un petit peu de pédagogie, savoir ce que c'est, hein, globalement. Enfin, vous savez tous, mais on va faire un petit point. Je vais également vous donner un exemple de l'intérêt que peut avoir une méthode pédagogique. Alors, ce sera un exemple très parlant, je pense, j'espère en tout cas. Hein. On va également parler d'une expérience qui a été menée justement sur le Val d'Oise avec Cordep 95 sur l'ETP à distance. Je vais vous parler des ressources qui sont nécessaires au distanciel, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte, quelles sont les compétences, les outils qu'on doit avoir avec nous pour pouvoir faire du distanciel. Après, on va parler du choix des outils numériques, les questions à se poser quand on doit faire le choix d'un outil numérique pour faire du distanciel. Et puis, je vais vous donner quelques exemples, si je l'espère, on a le temps. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la pédagogie, c'est simple, je suis allé voir sur Wikipédia, comme tout le monde. Et que dit Wikipédia? Le site dit « La pédagogie rassemble les méthodes et pratiques d'enseignement requises
pour transmettre un savoir, les connaissances, un savoir-faire, les compétences, et un savoir-être, les attitudes. Alors pour ceux qui connaissent bien l'éducation thérapeutique, vous pouvez noter que c'est des notions qui sont du coup très très proches, bien évidemment. Alors faire preuve de pédagogie, ça c'est l'expression qu'on utilise, ça signifie l'aptitude à enseigner et à transmettre à un individu ou à un groupe. Donc si on fait le rapport à l'éducation thérapeutique, on sait qu'on peut faire de l'éducation thérapeutique individuelle et collective, ou à un groupe d'individus de tout âge et de toutes conditions. Donc là, on parle évidemment des enfants, des adultes, des personnes plus âgées, des conditions qui peuvent être des conditions de pathologie, par exemple, et puis les conditions distancielles ou présentielles. Alors donc, enseigner et transmettre un savoir ou une expérience par l'usage des méthodes les plus adaptées à l'audience concernée. Et là, c'est bien de ça dont on parle. C'est-à-dire quand on fait du distanciel, il va falloir évidemment s'adapter. C'est le plus important. Je rappelle simplement qu'un bon pédagogue a besoin d'expérience et de formation. Ça veut dire que c'est simplement pour vous dire qu'avec cette simple présentation que je vais vous faire aujourd'hui, bien évidemment que ça ne suffit pas pour pouvoir être un bon pédagogue. Et il va falloir se former à la pédagogie, pas seulement à l'éducation thérapeutique, même si ça inclut la pédagogie, mais on peut aussi se former à la pédagogie pour avoir plus de bagages. Et bien évidemment, l'expérience, ça va être d'enchaîner les ateliers, notamment en distanciel. Diapo suivante. Alors, l'exemple dont je voudrais vous parler, c'est l'apprentissage des langues. Je vais vous faire la comparaison entre la France et les Pays-Bas. En France, l'organisation, c'est en gros, quand on apprend les langues à l'école, on commence à 10 ans, même parfois plus tôt. Là, il y a des notions qui sont données déjà aux enfants de CP. Et puis, vous le savez, au collège, on commence à apprendre 2 langues. Donc, la première langue, bien évidemment, c'est l'anglais. Et puis après, c'est espagnol ou allemand. Vous savez tous comment ça fonctionne. Et des fois, même une troisième, l'italien, le chinois, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisation aux Pays-Bas est exactement la même. En fait, ils commencent aussi à 10 ans. Il n'y a même pas les notions à 6 ans. Et puis, ils ont aussi 2 langues au collège. C'est exactement pareil. La chose qui change, c'est la méthode. Nous, en France, on fait du linguistique, c'est-à-dire que c'est grammaire et vocabulaire. Vous avez vu sur la droite de votre écran, je vous ai mis cette étiquette. Alors là, c'est voilà, un private joke pour les gens qui ont mon âge ou qui sont autour de mon âge, avec ce personnage qui dit « Excuse me, but where is the kitchen? Is it possible, Brian, here ?» se dit l'autre personnage. Voilà, ça devrait vous rappeler des souvenirs, je pense. Donc voilà, c'est une méthode qui est basée sur la grammaire et le vocabulaire, donc cognitive. Aux Pays-Bas, ils ont beaucoup fait évoluer ça. Alors évidemment qu'il y a l'apprentissage cognitif, la grammaire, le vocabulaire, mais en plus ils font ce qu'on appelle du mimétisme, c'est-à-dire qu'ils demandent aux élèves, aux étudiants de répéter, sans même savoir exactement ce qu'ils disent. Ils entendent une phrase, est-ce que tu peux répéter? Ça on ne le fait pas en France. Ils développent les interactions verbales, c'est-à-dire qu'ils demandent aux étudiants de parler entre eux. Ils les obligent un petit peu à faire ça. Ils font aussi de l'analyse et de la compréhension interculturelle. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont expliquer les mœurs qu'on peut avoir en Angleterre si on apprend l'anglais, ou les mœurs qu'on peut avoir en Allemagne si on apprend l'allemand, etc., etc. Donc, c'est vraiment se plonger dans la culture du pays, chose qu'on ne fait pas non plus en France. Ils font aussi de l'immersion. Par exemple, ils proposent des cours aux Pays-Bas de géographie, de maths, de français en anglais. Ça, on ne le fait pas encore aussi en France. Et puis, ils se sont harmonisés par rapport à un cadre de référence. C'est beaucoup plus limité, cadré chez eux que chez nous. Au final, qu'est-ce que ça donne? Alors, diapo suivante, on va le voir sur cette diapositive. Les Pays-Bas, ils sont premiers sur le classement des pays par la maîtrise de l'anglais. C'est un score, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais très honnêtement, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, ça correspond à l'Europe. Sachez seulement qu'ils font 2000 interviews par pays, donc c'est quand même un truc sérieux pour savoir quel est le niveau de chaque population. La France, elle, est 26e sur 29. Autant dire qu'on n'est pas très bon. Donc vous trouverez évidemment les liens sur les diapositives. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà un bon exemple d'une méthode pédagogique qui fonctionne. Alors, simplement pour vous donner aussi une information, les Pays-Bas, la mise en place de ces méthodes pédagogiques, c'est 70 ans. Ça a commencé il y a 70 ans. Donc, c'est très long à mettre en œuvre, malgré tout.
Alors, je vais vous raconter cette expérience qu'on a fait sur le Val d'Oise avec Cordep 95 dans le TP à distance. Alors déjà, simplement pour vous donner le contexte, bien évidemment, je ne vais pas insister là-dessus, le Covid, et puis un certain nombre de témoignages des professionnels de santé qui revenaient vers nous, des équipes d'éducation thérapeutique qui disaient « mais comment on peut faire tout s'est arrêté, comment on va faire pour continuer à faire nos ateliers ?» Donc, on a réfléchi tous ensemble et puis on s'est dit que ça serait bien de leur proposer un cycle de formation qui est destiné à adapter les pratiques pédagogiques des équipes d'ETP au format distanciel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Eh bien, on a proposé 2 cycles de formation distincts. Pour chaque cycle, il y avait 2 journées de formation à distance avec 2 fois 5 heures, donc quelque chose d'assez long quand même, assez dur. Et c'était dispensé par un formateur qui avait une expérience en éducation thérapeutique, mais aussi qui avait qui était diplômé en fait en pédagogie dans ce type de pratique. Le jour 1, on demandait aux gens, enfin, on faisait un apprentissage, on leur montrait comment fonctionnaient les outils pédagogiques et puis comment on faisait l'animation du distanciel. Entre le jour 1 et le jour 2, on disait aux équipes de préparer un atelier ou alors d'adapter un atelier qu'ils avaient en présentiel au format distanciel. Et puis le jour 2, on leur demandait d'animer ces ateliers-là sous forme de jeu de rôle avec donc l'équipe soignante l'équipe d'éducation thérapeutique, hein, ça inclut aussi les patients experts bien évidemment, qui allait présenter donc l'atelier et puis d'autres professionnels qui étaient présents allaient jouer le rôle d'observateur ou alors même de patient. Donc voilà, on a proposé ces jeux de rôle, on ne l'a pas fait pour tous les ateliers parce qu'il y en a eu beaucoup, mais on a fait 2 ateliers pour chaque formation. Donc on a testé plein d'outils, je vais vous en parler un petit peu après, donc on va passer, diapo suivante s'il vous plaît. Alors le résultat de cette expérience, c'est assez bluffant, il y a 30 équipes qui ont participé, vous retrouverez le nom ici, il y a eu 13 ateliers de conçus. Sur ces 13 ateliers, donc c'est très vaste, hein. Il y a du diabète, il y a des ateliers transversaux, des ateliers dans les pathologies cardiaques, des choses comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, il y en a 4 d'entre eux qui ont été animés pendant les formations, de façon jeu de rôle, et 92% des équipes ont déclaré ensuite avoir animé ce type d'atelier à distance auprès de leurs bénéficiaires, ou alors ont envisagé de le faire dans les 6 prochains mois. Donc c'est quand même une part importante de ces équipes qui s'est dit bah, allez, on va basculer vers ce format distanciel. À partir de ces ateliers, il y en a 10 d'entre eux qui ont été synthétisés, il y en a 3 qui n'étaient pas aboutis complètement, donc on les a retirés, mais il y en a 10 qui ont été synthétisés dans un e-book qui est disponible à votre disposition sur le site Cordep 95, que vous pouvez très facilement donc, télécharger. Alors que contient cet e-book? Eh ben, on a rédigé en fait tous ces ateliers, on les a synthétisés dans un tableau, avec le déroulé, à qui ça s'adresse, quel type de population, combien de personnes doivent être présentes pour animer ces ateliers, les messages clés par exemple, ou les coordonnées des équipes, etc. Donc plein d'informations utiles pour une équipe qui souhaiterait se mettre au distanciel. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été mis dans cet e-book, notamment une liste d'outils pédagogiques en ligne qui peut être intéressante pour les équipes, et puis un texte de controverse aussi pour dire voilà, on ne fait pas du distanciel, on ne bascule pas dans le tout distanciel bien évidemment. Diapo suivante s'il vous plaît. Alors voilà à quoi ça ressemble, simplement pour que vous puissiez avoir un regard là-dessus. Le TP à distance, synthèse de réflexion et trame d'atelier proposée en Val d'Oise. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les ressources qui sont nécessaires en distanciel? Alors déjà, des compétences, il y en a une qui est très importante, à mon sens, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1, c'est l'anticipation. Il faut d'abord bien se préparer. Alors après, on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Marie qui a dit ça tout à l'heure, il faut aussi de la créativité. De la cohésion d'équipe, de l'organisation et de la concentration, mais bon, ça, c'est plutôt les choses qui sont habituelles. Au niveau des conditions, une bonne préparation, ça veut dire des tests préalables, notamment des outils, mais aussi jeu de rôle. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de jeu de rôle, c'est vraiment très important. Je vous incite à le faire avec vos équipes. Si vous souhaitez mettre en œuvre un atelier en distanciel, le faire entre vous, tout simplement. Ça permet de savoir s'il y a des bugs. Une bonne connaissance des outils, ça veut dire qu'il faut explorer. Je pense par exemple aux logiciels de connexion partagés comme Zoom, Teams, etc. Savoir où se trouve le tableau blanc, est-ce qu'on peut créer des sous-groupes ou ce genre d'informations, c'est vraiment
vraiment capital pour faire des ateliers en distanciel. Il faut évidemment du temps dédié, du calme, un espace de travail. Et là, je vous demande de vous référer à la capsule numéro 1 dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous sera envoyée dans quelques temps. Et vous allez voir, d'ailleurs, dans un format assez joyeux, vous verrez que ces éléments-là sont très importants. Au niveau du matériel, bien évidemment un ordinateur, une connexion, une webcam, un microphone, ça va de soi, mais aussi un logiciel de connexion partagée, donc je vous en ai parlé, Teams, Zoom, GoToMeeting, etc. Et des outils pédagogiques en local ou en ligne. Et là, je vais vous en parler maintenant de ces outils pédagogiques. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc déjà, le choix. Comment je vais faire pour choisir un outil numérique? Là, je vous ai listé 7 questions que vous pouvez vous poser en équipe, c'est important, pour vous dire qu'est-ce qu'on doit choisir comme outil. Alors par exemple, existe-t-il un outil qui est adapté à notre atelier? Parce qu'il y a des outils qui n'existent pas, mais il y a des outils qui existent déjà, on va le voir juste après, et donc autant les utiliser, hein, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Pouvons-nous nous adapter un outil factuel? Pouvons-nous adapter un outil factuel en outil virtuel? Par exemple, si vous avez déjà utilisé une fiche et que vous voulez l'adapter, il suffit simplement de la numériser, puis vous pouvez la partager en distanciel. Avons-nous besoin d'un outil pour préparer un atelier ou pour le mener à bien en direct? Eh bien, ça, c'est vrai que c'est une question qu'on doit se poser aussi, c'est-à-dire, est-ce que mon outil que je vais utiliser va me permettre de préparer mon atelier en amont, ou est-ce que c'est un truc que je vais utiliser au moment de l'atelier? Dois-je prendre un outil universel ou spécifique aux démarches éducatives? Vous allez voir dans les diapos suivantes, donc je passe très vite. Avez-vous un budget? C'est important, hein, il y a des outils qui sont payants. Et puis, 3 questions, la 5, 6, 7 que j'ai listées. Et moi, je pense que ça, il faut le faire dans le cadre du jeu de rôle dont je vous parlais tout à l'heure, ou se les poser après le jeu de rôle. Est-ce que l'outil s'adapte à la population concernée par mon atelier? Est-ce que l'outil est-ce qu'il va nous permettre d'atteindre nos objectifs? Évidemment, c'est capital comme question. Est-ce que nous allons avoir le temps de le déployer entièrement? Parce que, évidemment, on n'a pas tout le temps qu'on souhaite. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors voilà un exemple très parlant de ce qu'on peut faire en éducation thérapeutique distancielle. Là, j'ai utilisé la base de données qui s'appelle Bebop, qui est une base de données d'outils pédagogiques. Je vous invite à aller sur le site si vous ne connaissez pas. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et là, vous voyez par exemple sur l'écran en haut à gauche, je suis allé dans la recherche. J'ai simplement tapé 2-3 mots-clés qu'on ne voit pas ici, mais peu importe, hein, ça peut se rapporter à n'importe quelle pathologie. Hein. Et vous voyez, j'ai réussi à trouver ici un élément qui me convenait. Donc j'ai ouvert ce document, c'est un document PDF, donc c'est la 3e, c'est en bas à droite, l'écran en bas à droite. J'ai ouvert et il y a un élément qui me paraissait utile pour moi, pour mon atelier, c'est la radiographie, c'est-à-dire expliquer à un enfant ce que c'est la radiographie. Donc ce document-là m'aide beaucoup parce que c'est explicite pour un enfant et en plus c'est sous forme de jeu. Donc là vous voyez, j'ai agrandi en bas à gauche le dernier écran, j'ai agrandi cette partie de mon document PDF et vous voyez mon visage en haut à droite. Ça veut dire que là, je l'ai partagé sur l'outil, là en l'occurrence, c'est Zoom. Et donc, vous voyez que sur Zoom, on peut annoter un document. Donc là, sur le petit jeu, c'est-à-dire il fallait retrouver des bouts d'os sur le petit dessin de droite. Et ben, vous voyez, on ne voit pas très bien, mais ils sont entourés et on peut demander aux participants, aux bénéficiaires, de jouer avec nous, d'entourer les erreurs. Là, en l'occurrence, on imagine que c'est des enfants qui entourent des petits bouts d'os et donc c'est un petit jeu marrant et ça permet d'expliquer comment fonctionnent les radiographies. Donc voilà un outil éducatif qui existe déjà en fait. Vous n'avez pas besoin de le créer et ça va très vite en fait. Hein. J'ai mis 5 minutes à faire ça. Diapo suivante s'il vous plaît. Là, j'ai utilisé un autre outil, un outil de création qui, lui, est payant. Donc là, évidemment, ça se discute après dans chaque structure, hein, dans chaque équipe. Donc, c'est Canva que j'ai utilisé. Vous voyez ici, j'ai tapé dans ma barre de recherche en haut à gauche infographie, parce que je voulais créer une infographie. Donc, il me donne plein de modèles. J'en ai choisi un qui correspond au Covid-19, mais moi, évidemment, je n'ai pas envie de parler du Covid-19. Donc, vous voyez en bas à droite, j'ai agrandi mon modèle et puis j'ai modifié, j'ai mis polyarthrite, tout ce que vous devez savoir. J'ai modifié la photo, j'ai modifié le petit texte en jaune pour expliquer ce que c'est la polyarthrite. Et en quelques minutes, finalement, je peux créer un document. Vous voyez en bas à gauche
que après avoir créé cette nouvelle infographie très rapidement, eh bien, je peux la télécharger dans un format PDF pour pouvoir la partager après avec les bénéficiaires de l'éducation thérapeutique au cours d'ateliers en distanciel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous connaissez peut-être Google Forms, donc c'est un outil qui permet d'évaluer. Vous savez que dans l'éducation thérapeutique, c'est important de faire une évaluation en fin d'atelier. Normalement, c'est même obligatoire hein, si on se réfère aux demandes des ARS. Donc, on peut créer un formulaire ici dans Google Forms. Vous voyez que là, je l'ai fait pour la BPCO, mais on peut faire pour n'importe quoi, hein, peu importe. Donc, en haut à droite, j'ai commencé à mettre un titre, j'ai commencé à mettre des questions qui peuvent être sur des échelles de 0 à 10, des questions de type échelle de Likert. Hein, est-ce que, enfin là, je ne sais plus quelle est la question, mais on peut répondre par moyennement, très bien, très satisfait, etc. Et puis, j'ai rajouté un petit design. Donc là, j'ai mis des poumons. On peut mettre ce qu'on veut. Hein. On peut mettre des couleurs, etc. Et puis, vous voyez là mon visage en bas à gauche. Et ben, je suis sur Zoom et dans le chat, j'envoie le lien vers le formulaire et les gens n'ont plus qu'à remplir en ligne directement à la fin de mon atelier. Donc, voilà une autre solution et un autre outil pédagogique qu'on peut utiliser très facilement. 5 minutes, hein, top chrono, tout ça. Diapo suivante. Alors, je sais que c'est difficile de s'y retrouver. Il y a des tonnes et des tonnes d'outils. Il y en a des milliers, hein, vraiment. Et ben, il y a des sites qui vous permettent de comparer ces outils. Donc, je vous incite à y aller. Alors, il y a Advisor et Capterra. Capterra est en français, Advisor en français, Capterra est en anglais, mais Capterra est mieux. Donc, après, si vous êtes anglophone, je vous conseille vivement d'y aller. Donc, vous pouvez comparer plusieurs outils. Vous voyez d'ailleurs sur l'image de droite que j'étais en train de comparer GoToMeeting et Microsoft Teams, par exemple. Donc, sur le prix, sur la qualité, etc. Vous pouvez aller aussi voir une boîte à outils qui est présente sur J'enseigne à distance, qui est un site canadien où il y aura plein d'outils utiles pour vous. Et je crois que c'était la dernière diapo, si je ne me trompe pas. On va faire la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, je vais laisser la main aux associations et voilà, je suis à votre écoute pour répondre à 2-3 questions si on a le temps. Alors, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Je ne sais pas si on est dans le time. On ne t'entend pas, Aline, on ne t'entend pas. Tu as coupé ton micro. Excuse-moi, je disais, oui, il y a pas mal de questions et je suis contente. Voilà, typique. Je suis contente parce que je vois qu'il y a aussi des gens qui échangent entre eux dans le chat sur YouTube. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait, que vous puissiez quand même échanger entre vous. Alors, on nous demande, est-ce qu'on aura des sites? Est-ce qu'on mettra bien les liens pour le e-book de Corps de TP, etc. Donc, on va prévoir de mettre quelques liens utiles qu'on aura cités pendant la présentation, le lien du pôle ressources Île-de-France, etc. On rajoutera ça sur la page YouTube sur laquelle vous êtes actuellement en train de nous écouter. Par ailleurs, quelques questions. On nous demande pour les soignants, quelle est la charge complémentaire en IETP versus éducation thérapeutique classique, notre temps étant déjà compliqué à gérer. Bon, moi, je trouve que c'était finalement une bascule, c'est-à-dire que le temps qu'on avait en organisation, prévoir la salle, prévoir de quoi recevoir les gens dans un peu de convivialité, etc., bah, finalement, on a moins ce temps-là, mais du coup, on consacre peut-être plus à gérer les aspects techniques de préparation de la réunion. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit plus long une fois qu'on a identifié les bons outils pour nous. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, ouais, je suis assez d'accord. Je pense que le problème, c'est le temps, c'est l'adaptation du présentiel vers le distanciel. Une fois qu'on est calé, je veux dire, après, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Et ça peut même peut-être aller plus vite parce que c'est plus cadré, je trouve, en distance. Alors, quelqu'un nous a aussi dit qu'il est important de ne pas omettre de préparer en amont l'atelier, vérifier que les participants sauront accéder à l'outil, leur indiquer aussi qui contacter en cas de problème de connexion durant l'atelier. Ça, c'est vrai que c'est très important. Ah ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça fait partie de la qualité principale des équipes hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, il faut tout anticiper.
Et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir passer la parole à Laurence. Merci Laurence d'être avec nous et je te laisse enchaîner et Sandrine aussi interviendra. Merci beaucoup. Donc, diapositive, s'il vous plaît. Donc, je suis Laurence Schuller, la vice-présidente de l'Association des sclérodermiques de France. Merci de me donner l'occasion de présenter ce que l'ASF a mis en place en matière de TP. Donc, rapidement, la sclérodermie est une maladie auto-immune rare et grave qui concerne 10 à 12 000 personnes en France. Elle se caractérise par des anomalies de la microcirculation, une surproduction de collagène et des lésions de fibrose cutanée et ou viscérale. Il n'y a pas de traitement curatif, mais de traitement pour les différentes atteintes. L'ASF a été créée en 1989, elle est reconnue d'utilité publique et elle a pour mission de rompre l'isolement des malades, leur apporter de l'information et participe au financement de la recherche médicale. Et elle compte 1200 adhérents et est animée par 23 bénévoles et une salariée. Diapo suivante. Donc, l'ASF participe depuis de nombreuses années à des programmes d'éducation thérapeutique dans des hôpitaux comme à Paris, Bordeaux, Montpellier, Marseille et Nancy par exemple. Et déjà 5 membres du conseil d'administration sont formés à l'ETP. Et depuis 2012, l'ASF organise une journée d'atelier de TP lors de notre congrès annuel, la veille du congrès médical et de l'AG, l'Assemblée générale, dans lequel 5 à 6 ateliers sont proposés toute la journée et ils sont répétés 4 fois pour permettre aux adhérents de participer à 4 ateliers, s'ils le souhaitent. Cette année, nous n'avons pas pu organiser notre congrès annuel, mais on souhaitait pouvoir continuer à proposer aux adhérents ces ateliers de TP qui étaient fortement demandés. Donc, on a choisi la date de la journée mondiale de la sclérodermie le 29 juin pour organiser ces ateliers avec Zoom. On a proposé 6 ateliers, répétés 2 fois, et animés par des médecins ou des professionnels paramédicaux. Et chaque atelier a été managé par un membre de l'équipe qui a ainsi créé la réunion sur Zoom, qui l'a co-animé, qui a fait la modération et l'enregistré. Donc toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Et en termes de communication, donc les adhérents ont d'abord reçu un courrier avec le programme et on leur précisait également qu'ils allaient recevoir une newsletter tel jour à telle heure, parce qu'on s'est aperçu que 40% à peu près des adhérents n'ouvraient pas la newsletter. Diapo suivante. Donc 6 ateliers ont été organisés, vous voyez la liste à l'écran, et donc j'ai préparé un petit montage d'extraits vidéo de ces ateliers pour vous montrer ce que cela a pu donner. Donc Vasken, si tu peux lancer la vidéo. Donc, quelles sont finalement les complications de cette sécheresse buccale? Alors, bien sûr, la sécheresse buccale, ça va vous embêter, vous allez avoir envie de boire, vous allez être gêné, mais est-ce que ça a des conséquences? Oui, ça a des conséquences parce que, je vous l'ai dit au début, la salive a vraiment un rôle très important dans la protection de la bouche. Difficulté à tenir la brosse à dents. J'ai mis une photo ici, mais je l'ai également emmenée. Vous avez des manches en mousse qui existent sur le marché, vous voyez, dans lesquelles vous pouvez glisser votre brosse à dents et qui vous permettent ensuite de mieux tenir la brosse à dents. Souillé. Donc, si c'était le cas, je vais vous montrer quelques petites astuces pour refaire un pansement tout seul. Donc, on va voir ici, j'utilise des pansements qui sont des hydrocellulaires fins. En plus, maintenant, ils ont fait une gamme vraiment assez importante ici. C'est l'Aquacel Foam Lite, par exemple, qui est très fin. Donc, ça vous permet d'envoyer, j'ai fait une petite découpe pour faire un pansement de doigt. On peut le faire aussi sans découpe, mais là, ça fait plus parfait. Donc voilà, donc même si vous êtes tout seul, au moins vous aurez ici, le pansement est siliconé, donc il adhère à la plaie mais sans coller. Regardez, vous avez vu, je l'avais collé, il va pas me faire d'irritation. Vous voyez, on positionne le pansement et il va être bien fermé. En fait, c'est des pansements qui sont respirants mais qui protègent en fait en même temps.
Nous allons maintenant nous préparer à la technique de l'espérance. Pour cela, vous vous installez confortablement. Le corps est souple. La respiration est libre et tranquille. Et vous pouvez fermer les yeux pour vous isoler du monde extérieur. C'est de mettre les caméras et avec Félix, on va faire avec vous les activités, vous proposer des exercices donc de renforcement musculaire et d'étirement d'assouplissement. On va se mettre sur 2 écrans, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre le micro ou à écrire sur le chat. Et si possible, la vidéo, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le micro, mais de mettre de la vidéo si vous voulez pratiquer. Comme ça, moi, je peux corriger les postures. Ok. C'est bon, bah, c'est parti. Ok. Donc là, on va commencer tous ensemble. On va faire une première partie d'échauffement. C'est très, très important de s'échauffer. Il faudrait faire des échauffements normalement entre 10 et 15 minutes. Donc là, tout simplement, on va venir échauffer chaque articulation en commençant par les articulations de la nuque et on va finir jusqu'aux chevilles. Donc, je vais vous montrer un petit peu des mouvements spécifiques par rapport à la sclérodermie, des mouvements de massage. On va parler de crème, on va parler de mouvements. Vous allez prendre chacun vos crèmes, ce que vous avez, et on va démarrer des petits mouvements. Est-ce que ça vous va? Je vous laisse prenez votre temps, allez chercher vos crèmes, vos pommades, ce que vous voulez. Si vous êtes... Et là, on va l'appliquer sur le dos de la main. Et on va commencer un premier mouvement qui est le plus simple, c'est le mouvement de lavage des mains. Allez, je vous invite. J'aimerais bien voir un peu les mains des gens pour voir un petit peu s'il y a des gens qui ont des difficultés. Voilà. Je vous invite à vous laver les mains. On va avoir des mains douces ce soir et propres. Donc, le bilan est plutôt positif avec 100 participants au total, ce qui est plus que lors des ateliers réalisés lors de notre congrès annuel dans la mesure où le nombre de places est limité dans les ateliers en présentiel. Les sessions de questions-réponses ont été très actives avec beaucoup de questions. Donc, cela a permis de toucher des adhérents qui d'habitude ne se déplacent pas pour des raisons de santé ou des raisons financières et d'accueillir plus de participants dans les ateliers. Par contre, cela exclut les personnes qui ne maîtrisent pas l'informatique ou Zoom et ce n'était pas évident de bien diffuser des exercices pratiques. Par exemple, vous l'avez vu pour la kiné qui devait régulièrement relever les bras afin de montrer les massages des mains bien à l'écran. Diapo suivante. Pour 2022, nous voulons organiser notre congrès annuel en présence physique des adhérents. Donc, les ateliers se dérouleront comme les années précédentes la veille du congrès, mais nous diffuserons également aussi en direct sur Internet les communications médicales du congrès pour continuer à informer les adhérents qui ne veulent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer. Diapo suivante. Donc, juste en conclusion, en plus de ces ateliers, nous avons organisé en 2020 et 2021 des webconférences thématiques quasiment tous les mois. Donc, pour finir, on peut dire que ces expériences nous ont permis d'évoluer et de maintenir le lien avec les adhérents et a permis aux adhérents de se familiariser un peu plus avec l'informatique et de continuer à être informés. Mais il manque tout de même le côté convivial, ce qui est la mission première de nos associations de patients. Et on espère pouvoir reprendre nos activités avec les adhérents en physique. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question éventuelle. Merci de votre attention et puis je laisse la parole à Sandrine Rollo de l'Afrique. Merci à vous. Merci Laurence, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver pour cette 10e édition des rencontres phares puisque l'AFP est présente à ces rencontres depuis le début. Donc je suis Sandrine Rollo, je suis secrétaire générale de l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, qui est une association qui a été créée il y a 33 ans par 3 femmes touchées par la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je vais vous expliquer ce soir comment nous avons transposé
le salon de la polyarthrite en e-salon de l'APR grâce aux outils numériques. Diapo suivante. Donc, les rhumatismes inflammatoires chroniques, vous le savez sans doute, sont des maladies chroniques, douloureuses, potentiellement handicapantes, avec une prise en charge assez lourde, des traitements complexes, des conséquences au quotidien sur l'état de santé, la fatigue, la douleur, parfois du stress, de l'anxiété, et des répercussions dans la vie sociale, familiale, professionnelle, sur des projets de vie. Donc c'est pour ça que nos membres sont très demandeurs à la fois d'informations sur la prise en charge de leurs soins et sur leur pathologie, mais aussi de soutien et d'échange et de partager avec d'autres personnes qui vivent un quotidien assez proche du leur finalement, et de pouvoir savoir comment les autres se sont débrouillés entre guillemets avec la maladie. Diapo suivante. Donc pour permettre tous ces échanges, depuis une vingtaine d'années, l'association organise le salon de la polyarthrite, c'est-à-dire un salon à Paris et dans une vingtaine de régions en province, qui est un grand rendez-vous annuel pour nos membres. Et quand je dis nos membres, enfin j'allais dire pour toutes les personnes touchées par un rhumatisme inflammatoire chronique, qu'elles soient adhérentes à l'association ou non adhérentes à l'association. C'est un événement qui est entièrement gratuit et ouvert à tous, aux malades comme aux proches. Et on rassemble lors de ces salons à la fois des professionnels de santé, mais aussi tous les partenaires de l'association, enfin en tous les cas un certain nombre de partenaires, que ce soit d'autres partenaires associatifs, les laboratoires pharmaceutiques, des mutuelles, aussi des sociétés qui vendent des aides techniques qui peuvent faciliter le quotidien de nos malades. Donc c'est un grand lieu d'information et d'échange pour nos membres. Donc, diapo suivante. Donc l'année dernière, bien sûr, l'épidémie de Covid nous a empêché de faire un salon, enfin des salons en présentiel comme nous avons fait comme nous faisions, on peut dire, habituellement. Et donc nous avons réfléchi comment nous allions pouvoir transposer ces salons pour apporter, j'allais dire, à nos membres le même niveau d'information, de soutien, d'échange. On a, bien sûr, on s'est tourné vers les outils numériques. Alors, les salons, c'est d'abord des conférences avec des professionnels de santé, essentiellement des rhumatologues. Donc, cette fois-ci, au lieu d'organiser un salon qui avait lieu sur une ou sur 2 journées à Paris, on a organisé un salon sur une semaine. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs cette année à partir de lundi pour le salon 2001, où chaque soir on propose des conférences, enfin des webconférences, et nous avons des professionnels de santé qui vont venir à l'association et qui vont à la fois présenter une intervention, mais qui vont aussi échanger et répondre en direct aux questions des personnes qui seront connectées. Donc la transposition, on le voit bien aujourd'hui, des conférences en webconférence, c'est finalement assez facile. Ça demande, et ça il a fallu les acquérir, des compétences techniques, un peu de matériel, j'allais dire, de réaménager aussi nos locaux pour avoir un plateau d'enregistrement. Mais donc voilà, donc au niveau des... Voilà, mais ça a été quand même assez simple. Et ce qui nous tenait à cœur quand on a transposé ces conférences en webconférence, c'est vraiment de continuer à permettre les échanges entre nos malades et puis les rhumatologues présents. Diapo suivante. Donc le samedi, toute la journée, alors je vous ai mis les programmes du salon qui va se dérouler la semaine prochaine. Donc le samedi, on propose des ateliers de bien-être
où des praticiens, par exemple une sophrologue ou un coach en activité physique adaptée, seront présents et vont en direct proposer des exercices pratiques aux personnes qui seront connectées. Et il y aura toujours, pour chacun des intervenants, un temps de questions-réponses et d'échanges avec les personnes. Diapo suivante. Alors, une des choses qui est un petit peu difficile pour nous, c'est de transposer ce vaste espace d'exposants que nous avons, et notamment sur le salon de Paris. Donc, on a imaginé une plateforme. Donc, c'est à la fois une plateforme sur Internet ou une application qu'on peut mettre sur son téléphone portable et qui propose différents espaces thématiques qui permet aux visiteurs d'accéder à de l'information, à télécharger des brochures gratuites ou d'autres documents d'information, aussi d'en savoir plus sur les partenaires de l'association. On a des espaces dédiés aux partenaires ou à toutes les personnes qui nous soutiennent. Et puis, des choses comme en direct du salon, où c'est un petit peu des échanges ou des posts ou des informations sur tout ce qui se passe tout au long de la semaine sur le salon. Diapo suivante. Et alors, toujours avec cette idée à la fois de maintenir les échanges avec les acteurs de l'association, mais aussi les professionnels de santé, mais aussi entre les malades, on a imaginé de proposer des rendez-vous en tête-à-tête pour que les gens puissent, soit par visioconférence, soit par téléphone, échanger avec des membres de l'association, donc que ce soit des professionnels comme l'assistante sociale, une psychologue clinicienne ou des patients experts, ou encore nos délégués et correspondants de l'association qui sont dans les régions. Cette idée de rendez-vous de tête à tête où les gens peuvent du lundi au samedi entre 9h30 et 20h prendre rendez-vous avec la personne de leur choix. Ça nous permettait aussi de faire participer aussi nos bénévoles en région et de les associer au salon et de maintenir ce qu'on aime aussi à l'association, le fait que c'est vraiment le rendez-vous de tout le monde et que équipe salariée comme bénévoles de l'association travaillent ensemble main dans la main sur le même projet, quoi. Donc ça, c'était important pour nous et on est très content d'avoir cette idée des échanges de partage et on a lancé les inscriptions cette semaine et on a déjà énormément de créneaux qui sont pris, donc probablement que c'était une idée positive, mais on verra bientôt. Diapo suivante. Alors, les conclusions donc bien sûr sur le salon 2020, on était déjà très contents d'avoir relevé ce défi, déjà qui était quand même un défi technique, puisque à l'association, on aime beaucoup de faire les choses en interne parce que ça permet vraiment de partir de besoins et des qui nous conviennent, quoi, et qui conviennent à nos membres. Donc au niveau technique, c'est l'équipe, c'est des membres de l'équipe salariée qui sont formés et qui ont construit et qui ont cherché comment mettre en ligne et comment construire ce salon. Du côté des patients, ça s'est plutôt bien passé, à la fois parce qu'on a eu des avis très favorables, mais qu'on a compté 7000 connexions sur la semaine du e-salon, donc on était donc on est très satisfaits. Les partenaires qui soutiennent le salon habituellement ont maintenu leur soutien et eux-mêmes continuent à être présents sur l'édition 2021, donc c'est donc qu'il s'est passé aussi quelque chose pour eux et que c'était satisfaisant. Et puis nous, ça aussi,
ça nous a permis aussi de maintenir notre mission et d'être vraiment proche de nos membres et de leur proposer quelque chose à une période où là, la situation actuelle est un peu plus favorable que l'année dernière, mais l'année dernière, au mois d'octobre, on se préparait à un nouveau encore reconfinement, donc et il n'y avait pas encore la vaccination, donc la situation de nos malades était quand même encore beaucoup plus compliquée et beaucoup étaient très isolés. Voilà. Donc néanmoins, même si j'allais dire l'expérience est positive et qu'on espère que la prochaine édition, donc la semaine prochaine, le sera aussi, on compte bien en 2022 quand même faire une édition en présentiel et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurence et Sandrine, c'était vraiment super, enfin c'est remarquable de voir les capacités d'adaptation que vous avez su déployer voilà, dans cette période d'urgence en plus initialement, et puis je trouve que c'est intéressant aussi de voir que finalement, même si au départ on a fait comme ça parce qu'on n'avait pas le choix, on y voit aussi des aspects positifs à ces contacts à distance. Ce qui ressort beaucoup de ce qu'on a dit toutes et tous, et de ce que vous avez dit en particulier, c'est le caractère très précieux des échanges dans le contexte d'éducation thérapeutique, dans le contexte du rôle des associations pour l'accompagnement des personnes malades. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que peut-être les échanges, ils sont pas meilleurs en virtuel. Ils sont pas forcément moins bien. C'est juste une autre façon d'échanger. Et je trouve qu'on peut quand même garder des qualités d'échange aussi intéressantes par ce média-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je trouve que aussi, enfin, c'est comment dire. C'est aussi parfois plus facile pour certaines personnes d'être confortablement installées chez elles que sur un salon où effectivement il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde. Alors effectivement il y a des échanges, mais il y a aussi des fois la fatigue ou il y a des fois la douleur qui permet de pas être au top et que ce soit un petit peu difficile, quoi. Surtout si on vient de loin. On a je crois qu'un tiers des personnes qui viennent au Salon de Paris sont des gens qui habitent en région, donc ils arrivent le matin, ils sont aussi un peu fatigués, ils sont pas toujours c'est une journée fatigante, tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, là, ils sont chez eux, tranquillement. Il y a aussi possibilité, parce qu'on communique beaucoup aussi sur le fait que, certaines personnes ne vont pas pouvoir assister à toutes les conférences ou ne vont pas pouvoir carrément assister au salon parce qu'elles ne sont pas équipées ou qu'elles n'ont pas de connexion Internet. Mais du coup, tous les supports de communication autour du salon, tout ce qu'on fait, c'est l'occasion aussi de dire à nos membres, vous pouvez nous téléphoner ou il se passe des choses dans votre région où il y a des délégués, et de rappeler le téléphone et de pouvoir mettre en place aussi d'autres types de rendez-vous. Laurence, sur cette question des échanges. Oui, puis il y a également toutes les personnes qui de toute manière ne veulent pas se déplacer pour pas avoir envie, qui n'ont pas envie forcément d'aller dans un ETP qui se passe dans un hôpital, puisqu'on n'a pas envie d'y aller juste pour le plaisir. Et puis des personnes qui ne veulent pas voir d'autres malades, donc elles préfèrent dans ces cas-là être chez elles et confortable. En plus, nous, on a une pathologie où on craint beaucoup le froid. Donc, de toute manière, entre automne et hiver, on ne faisait pas grand-chose en présentiel. Donc, c'est vrai que ça a été l'occasion de garder le lien avec les adhérents. Et nous, de notre côté, côté association, membre de l'équipe, ça nous a permis vraiment d'évoluer et d'acquérir de nouvelles compétences et d'être en contact avec plus d'adhérents, plus de malades finalement.
Ouais, je pense que quelqu'un disait tout à l'heure que les soins, le TP à distance, c'est complémentaire des méthodes plus classiques et je pense que ça rejoint ça aussi, c'est-à-dire que finalement c'est un autre abord, peut-être une option aussi pour plus choisir ce que l'on veut pouvoir prendre et pas être obligé de prendre l'offre complète finalement et ça peut être aussi finalement une façon de personnaliser aussi ce qu'on propose aux gens quand ils participent à ce type d'initiative. En tout cas, c'est remarquable ce que vos associations à l'une et à l'autre ont pu proposer à toutes les personnes qui sont accompagnées par vous. Bravo et c'est super, ça donne plein de bonnes idées aussi pour la suite. Et je repasse la parole à Olivier qui va conclure ces rencontres phares. Merci beaucoup Aline, merci Laurence, merci Sandrine, des associations qui sont très actives par rapport à la conversation précédente. Juste un petit point parce qu'il n'y a pas très longtemps, moi dans mon hôpital, on se posait la question du distanciel dans la mucoviscidose, une maladie qui oblige notamment, vous savez, c'est des enfants qui peuvent être particulièrement sensibles aux infections. Et là, le rôle de l'ETP distanciel a peut-être encore plus de valeur dans ce cadre-là, parce qu'en plus, les enfants sont souvent demandeurs de groupe, en fait. Mais on ne peut pas le faire. Donc là, le distanciel a beaucoup plus de sens. Donc voilà, c'est en lien avec ce que vous disiez juste avant. En tout cas, voilà, plein d'activités. Je suis toujours très impressionné par ce que font Sandrine et Laurence et les autres associations. Je pense à l'Andar, la FLAR. En rhumatologie. Alors, effectivement, je vais clôturer. Alors, on est un petit peu en retard, donc je m'excuse déjà pour le retard. En ce qui concerne les brise-glaces, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, je vous mettrai le lien très prochainement dans l'email qu'on vous enverra pour vous envoyer aussi la capsule dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour vous envoyer aussi le lien vers l'e-book dont on a parlé, puis les autres liens, s'il y en a qui sont disponibles, on vous les enverra là-dedans. Et puis, on vous enverra aussi du coup le lien vers le replay, puisque cette émission est enregistrée. Et donc, vous aurez l'opportunité de la revoir si vous le souhaitez, ou d'envoyer le lien à des amis si vous le souhaitez également. Je vous rappelle également, et c'est très important, qu'il y a un module 2 à venir, un module 3 également. Le module 2, c'est le 20 octobre, dans 2 semaines. Également un mercredi, oui, c'est ça. J'ai fait un calcul rapide, 6 plus 14, c'est bon, ça tombe juste. Donc voilà, je tiens à remercier tous les intervenants. Je tiens à remercier également le comité d'organisation qui a permis justement à ces modules d'être créés. Et puis je vous remercie vous tous qui êtes derrière vos écrans. Un grand merci également à la régie, aux régisseurs, aux vidéastes qui ont permis à ces rencontres de se faire. Ils ont fait un super boulot, on est super contents. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et puis à vous dire à bientôt, en tout cas au 20 octobre pour le module 2. Au revoir. Au revoir. Quoi?